Nous sommes en 1917, voilà maintenant 3 ans que la Grande Guerre a commencé, et les Alliés sont enlisés dans une guerre de position dont on voit mal une issue possible. Les assauts répétés sur les lignes ennemies n'ont donné aucun résultat, et la dernière bataille du Chemin des Dames, décidée par le général Nivelle, est un fiasco. Les pertes sont terribles et le moral des troupes au plus bas. Au mois de juillet, alors que des mutineries se multiplient dans les tranchées, un événement va passer presque inaperçu. À plus de 9000 km du front, à Bangkok, le roi de la Thaïlande, Ramasis, déclare la guerre à l'Allemagne et annonce officiellement envoyer des troupes en France. Alors c'est sûr que pour le soldat français moyen, cette nouvelle n'en est pas une. La Thaïlande, qui est loin d'être une grande puissance, ne risque pas de changer la face de la guerre. D'ailleurs, nombreux sont ceux à l'époque qui ne comprennent pas la décision du roi Ramasis. Mais aujourd'hui, avec du recul, on sait qu'elle a fait partie d'une stratégie très bien pensée et qui a même eu un impact considérable sur l'avenir du pays. Alors, quel intérêt a eu la Thaïlande de participer à un conflit à des milliers de kilomètres de chez elle? Quel rôle a-t-elle joué sur le terrain? Et surtout, quelles ont été les conséquences politiques de cette intervention? C'est donc à toutes ces questions que je vais tenter de répondre avec vous dans cette vidéo. Avant d'aborder le cœur du sujet, on va revenir un tout petit peu en arrière et essayer de comprendre la situation de la Thaïlande au début du XXe siècle. À cette époque, la Thaïlande, ou plutôt le royaume de Siam, est une monarchie absolue dirigée par Vajirabhut dit Ramasis. Le pays vit surtout de sa production agricole, alors que l'activité industrielle commence tout juste à se développer. Sur le plan international, le royaume est en très mauvaise posture. Bien que le pays n'ait jamais été officiellement colonisé, sa souveraineté est menacée par ses deux grands voisins colonialistes que sont la France, présente en Indochine, et la Grande-Bretagne qui occupe alors l'actuelle Birmanie et Malaisie. En 1893, le Siam est d'ailleurs contraint de céder à la France ses territoires à l'est du Mékong qui correspondent aujourd'hui à l'actuel Laos, et de signer une série de traités dits inégaux qui vont entraîner de très sévères pénalités commerciales pour le royaume. En juillet 14, au moment où la Première Guerre mondiale éclate, il n'y a aucun débat à Bangkok sur la position à adopter. Et le 6 août, le roi confirme officiellement la neutralité du royaume. À ce moment-là, le Siam n'a aucun intérêt à prendre parti. Mais peu à peu, sous la pression des diplomates anglais et français, mais aussi des élites siamoises pro-alliées, la position du roi et de ses conseillers va évoluer. Et finalement, la couronne va finir par repenser totalement sa stratégie et annoncer le 22 juillet son entrée en guerre contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Le pays s'engage également à envoyer des soldats combattre en France. Comme je l'ai dit dans l'introduction, cette décision est plus qu'étonnante. La Thaïlande n'est absolument pas prête à participer à un conflit d'envergure comme celui de la Première Guerre mondiale. À l'exception d'un escadron volant, le royaume possède peu d'équipements modernes. Et s'il compte quelques officiers formés à la guerre contemporaine, l'armée n'a aucune expérience d'opération en dehors de sa zone d'influence. Alors, pourquoi se lancer dans une aventure si périlleuse? Eh bien, l'objectif du roi et de ses conseillers est de renforcer la stature du pays sur la scène internationale. Imaginez-vous, pour la première fois dans son histoire, le Siam va s'opposer à une grande puissance, l'Allemagne. Et en faisant ça, la couronne veut montrer que le Siam est un État puissant, moderne et surtout qu'il est l'égal des grands pays européens. Concrètement, le roi espère qu'en cas de victoire des Alliés, il puisse faire évoluer ses relations diplomatiques avec la France et l'Angleterre qui menaçaient jusque-là la souveraineté du pays. Nous sommes donc le 22 juillet 1917 et la Thaïlande annonce officiellement entrer en guerre contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie.
Immédiatement, les autorités réquisitionnent les entreprises et une douzaine de navires allemands présents sur place. 2 mois plus tard, le gouvernement lance un appel à volontaires pour constituer le corps expéditionnaire qui sera envoyé en France. Au total, 1284 hommes seront sélectionnés, ils sont divisés en 2 groupes, un corps d'aviation et de transport. Une fois l'entraînement et les préparatifs terminés, notre joyeux corps expéditionnaire, sous le commandement du général Praya Bijay Jarindi, embarque le 20 juin dans le SS Empire. Et 5 semaines plus tard, le 30 juillet 1918, les voilà arrivés au port de Marseille. Une fois sur place, le corps d'aviation est envoyé dans les camps d'entraînement d'Istres, d'Avord et de Pau, tandis que le corps de transport est transféré dans un camp à Lyon pour une formation de base avant de rejoindre le front. Autant être clair tout de suite, l'accueil de la part des Français est terrible. Pour commencer, les supérieurs de l'armée française confondent les Thaïs avec les troupes indo-chinoises. Et ce n'est que le début. Les relations entre les Thaïs et les officiers français vont être de plus en plus tendues. En fait, malgré le fait qu'il y avait beaucoup d'interprètes sur place, la communication restait quand même extrêmement difficile. S'ajoute à ça aussi le fait que les officiers français qui étaient chargés de l'encadrement des troupes siamoises étaient parfois condescendantes, voire racistes à l'égard de leur hôte. Pour vous donner une idée de l'humiliation que pouvaient vivre les soldats thaïlandais, rien de mieux que d'évoquer une des anecdotes racontées par l'historien Stefan Hell dans son livre Siam et la Première Guerre mondiale. Il raconte qu'une unité de soldats siamois, désespérément perdus sur les petites routes de la campagne française, n'avait plus rien à manger. Sur leur chemin, tous les Français qu'ils rencontrent refusent de les aider. Au bord de la famine, ils sont finalement sauvés par des soldats américains qui acceptent de partager leurs rations. Personnellement, cette histoire m'a choqué et elle est malheureusement loin d'être isolée. À un moment, la situation sur place devient intenable, si bien que le roi Ramasis envisage même au début de l'automne 1918 de rapatrier prématurément ses soldats. On est clairement au bord d'une crise diplomatique. Heureusement, l'armistice est signé le 11 novembre et fait baisser d'un coup la pression. Dans le but d'apaiser les relations avec son allié siamois, le gouvernement français autorise le corps mécanisé à participer à l'occupation de l'Allemagne. Les troupes siamoises stationnent alors à Neustadt, dans la région du Palatinat, où elles resteront jusqu'en juillet 1919. Alors, si on fait le bilan de cette expédition, sur le plan militaire, c'est plutôt maigre. Le corps des transports mécanisés est engagé partiellement quelques jours avant l'armistice et sera surtout mobilisé pour la mission d'occupation. En revanche, le corps aérien, à l'exception de quelques missions de reconnaissance, ne combattra pas. Tout simplement parce que les pilotes sont encore en formation lorsque l'armistice est signé. Mais c'est surtout sur le plan politique que cette mission est un succès. En juillet 1919, à la fin de la guerre, les troupes siamoises défilent à Paris, aux côtés des armées des grandes puissances. Le Siam participera à la conférence du traité de Versailles et deviendra l'année suivante un des membres fondateurs de la Société des Nations. Bref, aux yeux du monde entier, le Siam s'affiche comme un État moderne qui se bat pour le respect du droit international, de la justice et de la civilisation. Grâce à cette maigre participation à la Première Guerre mondiale, le Siam est en mesure d'exiger de ses partenaires occidentaux l'égalité de traitement et le respect. Et ceci va avoir des effets immédiats. Entre 1925 et 1930, elle obtient la fin des traités inégaux et retrouve sa pleine souveraineté sur son commerce. Aujourd'hui, la participation de la Thaïlande à la Première Guerre mondiale a presque disparu de la mémoire collective. La seule trace qui nous reste est un mémorial situé à Bangkok où sont conservées les cendres des 19 soldats siamois morts en France. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et si vous voulez en savoir plus, achetez un œil dans la description. Je vous dis à bientôt. Ciao!